Mesdames et messieurs, bonjour. La une. 3 des 4 présumés assassins du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, tombés en octobre 87, seraient aux arrêts selon le journal Mutation. Des précisions dans ce journal. Une page société également dans ce journal. Les habitants du quartier Zogona ont dû le constater. Les crocodiles du parc Bangruego se sont retrouvés dans les caniveaux. Les détails avec la population et le directeur du parc dans ce journal. Autre fait majeur, c'est le commerce du sable qui est source de revenus pour certaines personnes, mais aussi source de dégradation. Bienvenue au Trésor de Burkina Info. Parlons jeunesse à présent pour une implication des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies et de la gouvernance. Faisal Traoré, envoyé spécial des jeunes au Premier ministère, a été reçu en audience par Chérif Si au Conseil national de la transition. Joël Zoundi. Nous sommes venus dans un premier temps présenter le bureau de l'envoyé spécial à son Excellence, Monsieur le Président du CNT. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait confiance. Il nous a confié une mission d'organisation d'un certain nombre d'actions. Il était de notre devoir de venir rendre d'abord compte à son Excellence de ce qui a déjà été fait, solliciter naturellement son accompagnement, ses conseils pour la mise en œuvre de la mission que nous a confiée, mais également attendre de lui justement tout l'accompagnement institutionnel dont nous avons besoin pour réaliser donc les attentes non seulement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais surtout de la jeunesse burkinabé qui attend justement de voir beaucoup de choses pour elle. Alors, la mission principale qui nous a été confiée, nous en avons deux. Tout d'abord, c'est de travailler à la prise en compte effective des jeunes dans le cadre de la définition des objectifs du développement durable qui seront adoptés en septembre 2015 aux Nations Unies. Et dans le cadre de cette mission, justement, son Excellence nous a rappelé qu'il est essentiel que la jeunesse rurale soit prise en compte dans la réflexion que nous sommes en train de mener, qu'elle soit représentée dans les négociations que nous avons engagées au niveau national, qu'elle soit entendue donc dans le document final qui sera adopté aux Nations Unies. Et nous pensons que nous prendrons cela effectivement en compte dans ce qui sera mis en œuvre. La deuxième chose est que nous sommes mandatés pour travailler à la prise en compte des jeunes dans la gouvernance de notre pays. À ce niveau également, des réflexions sont engagées. Un cadre de concertation est déjà mis en place avec les jeunes de la société civile, également des acteurs politiques. Et nous pensons que très vite nous aurons un consensus qui nous permettra donc de proposer un document final à l'ensemble des acteurs pour nous assurer que la jeunesse burkinabé sera prise en compte. Il y a aussi l'aspect que nous représentons la jeunesse burkinabé dans les négociations qui sont en cours au niveau des Nations Unies et nous pensons que cela est important. L'une des choses également dont nous avons parlé particulièrement au Parlement avec son Excellence Monsieur le Président, c'est le bilan du Parlement des jeunes du Burkina. Il est essentiel que ce Parlement qui a existé fasse son bilan. Et il est très important également que nous ayons une dynamique où nous avons des institutions qui reflètent les réalités, les valeurs burkinabées, les attentes des peuples burkinabés et nous pensons que l'accompagnement du CNT sera très utile pour aller dans ce sens-là. Que dire de la crédibilité du Conseil constitutionnel? Le gouvernement de la transition se dit satisfait du bon déroulement des opérations de réception des dossiers de candidature et de la publication des listes électorales dans le cadre des élections. Il constate par ailleurs que des leaders politiques tiennent des propos visant à remettre en cause la crédibilité des institutions de la République, notamment du Conseil constitutionnel. Le gouvernement de la transition rappelle que le Conseil constitutionnel est composé de personnalités dotées d'une expérience et d'une probité indéniable. Aussi, la Constitution lui attribue expressément le pouvoir d'interpréter la loi fondamentale et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Le gouvernement invite par conséquent les candidats, les partis politiques et les regroupements de partis politiques et les citoyens à faire confiance aux sages du Conseil constitutionnel. Il encourage les acteurs politiques à évoluer dans la légalité et à faire preuve de modération et de responsabilité, surtout dans leur langage, faits et gestes afin de sauver la paix et la cohésion sociale, condition indispensable à la réussite des élections du 11 octobre prochain.
Du nouveau dans le dossier Thomas Sankara. 3 militaires sur 4 qui auraient participé à l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons le soir du 15 octobre 87 seraient aux arrêts selon le journal Mutation du numéro 2 du 15 août 2015. Hyacinthe Kafando, un des 4, serait en fuite. Hassan Nakro. La procédure judiciaire du dossier Thomas Sankara, déclenchée le 18 mai 2015 avec l'audition de la veuve Mariam Sankara, commence à porter des fruits. Depuis lors, les auditions et les interpellations ne cessent de s'étendre. Au jour d'aujourd'hui, selon le journal Mutation numéro 83 du 15 août 2015, à la page 8 et 9, Hyacinthe Kafando serait en fuite et 3 militaires aux arrêts. En rappel, selon toujours Mutation, Hyacinthe Kafando aurait été convoqué par le juge d'instruction et devrait se présenter le 22 juin 2015. Chose que l'ex-chef de la garde rapproché de Blaise Compaoré n'a pas fait selon le confrère Mutation. A-t-il reçu des menaces de la part de l'ex-régime ou s'agirait-il d'une décision personnelle? Ce qui est sûr, le journal nous apprend que Hyacinthe Kafando est en fuite. Une fuite qui se justifierait soit pour sauver la vie de son fils, qui fait partie du régiment de sécurité présidentielle RSP, qui se trouverait actuellement aux arrêts suite à la crise RSP-Zida ayant occasionné l'arrestation de 10 soldats après les tirs attendus dans la soirée du 29 juin au Kanabakom. Est-ce synonyme de pression sur son père afin de désister à la convocation du juge ou par pure coïncidence? En tous les cas, Hyacinthe Kafando n'a pas répondu à l'appel du juge d'instruction en charge du dossier Thomas Sankara et aurait quitté même le pays à en croire le bimensuel d'information générale Mutation. Mais sa convocation n'a pas été annulée pour le moment. Si Hyacinthe Kafando lui a pu échapper pour le moment, 3 personnes seraient aux arrêts concernant le même dossier à la maison d'arrêt et de correction de l'armée Maka. Il s'agirait de Wedrago Naboswende, Nakuluma Wempapsba et de Tondebe. Ils seraient tous membres du commando ayant assassiné le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons le soir du 15 octobre 1987, nous apprend le journal Mutation. En plus de ces 3 ex-militaires inculpés, le commando qui serait intervenu au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987 était composé de Wedrago Arzuma Di Otis, Nabie Nzoni, Kabre Moumouni et Hyacinthe Kafando. Il ressort que parmi eux, c'est seulement Wedrago Arzuma qui n'est plus, car c'est le seul décès qui aurait été attesté véritablement. C'est donc dire que le dossier Thomas Sankara en instruction depuis le mois de mars suit une évolution plus ou moins satisfaisante. Intéressons-nous aux faussaires de billets, 5 présumés faussaires dont l'âge est compris entre 25 et 32 ans, qui évoluaient dans le faux monnayage de billets de dollars américains sont présentement sous les verrous, et ce par les responsables du commissariat de police Ouaga 2000. C'est au total 533 billets de dollars en coupure de 100 $, soit un total de 55 300 $ d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA. Le commissaire signale que les billets que ceux-ci tentaient d'échanger étaient des faux. En ce qui concerne la question des ramifications possibles du réseau, le commissaire dit être aux aguets tout en niant un regard sur l'évolution de la situation. Faune dans la ville de Ouagadougou, certains crocodiles du parc Bangrouego sont de nouveau sortis de leur lit pour se retrouver dans les caniveaux avoisinant l'ex-lycée technique de Ouagadougou LTO et le canal proche de l'hôpital Yalgado. Les explications du directeur du parc et celles des populations avec Ibrahim Sanou. Je suis habitant à la zone du bois. En maintes reprises, nous avons signalé la présence de caïmans dans la zone, mais il n'y a pas eu de réponse depuis le 1er septembre 2009. Vraiment, nous songeons vraiment à ce que cette situation-là soit résolue, parce qu'elle ne favorise pas la sécurité des habitants du quartier. On ne peut pas dire qu'on est en sécurité. S'ils étaient à la forêt, on peut comprendre. Mais sortir de la forêt, venir jusqu'à nos habitations, vraiment, nous, on a peur. Et surtout que, rien qu'à peine 3 jours de cela, ils ont attrapé 2 poulets. Et s'ils commencent à attraper les poulets, maintenant, le jour qu'il n'y a pas à manger, ils continuent, maintenant c'est quoi qu'ils vont chercher? C'est nous les humains maintenant qu'ils vont chercher.
Oui, je suis Moustapha Sarr, je suis le directeur du parc urbain Bangarouero. Effectivement, j'ai appris aussi cette rumeur. Avec mes éléments, nous sommes sortis en 2 équipes pour nous précipiter sur les lieux pour voir de quoi ils retournent. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte, et Dieu merci, que personne n'a été attaqué par un crocodile, que les crocodiles sont en fait dans la zone du lycée technique. Et vous rappellerez que le parc urbain Bangarouero, c'est le titre foncier numéro 1. Et à ce niveau-là, même la zone du bois là, faisait partie du parc. Mais il s'agit en fait d'un relief en très bas fond, où avec les pluies que nous avons connues, les caniveaux sont pleins, dû à des bouchages, dû à la présence de déchets à l'intérieur. Et ça fait qu'à l'intérieur, on retrouve des crocodiles. Et le crocodile dont il est question, il vit avec son jardinier depuis plus de 4 ans. Vous pourrez l'interviewer, il va vous en parler. Bon, mais sinon, pour ce qui est de l'attaque des crocodiles, il n'en est rien. Et j'aimerais juste rappeler à la population qu'un crocodile, rarement, attaque s'il n'est pas acculé. Et il ne s'éloigne jamais du point d'eau, parce que c'est là où se trouve son refuge. S'il est hors de l'eau, c'est un sac à main, c'est une ceinture. Au contraire, c'est lui-même qui est victime. L'urbanisation dans les pays en Afrique du Sud du Sahara se situe à 34%, ce qui est bien modeste par rapport à celle des pays d'Europe et d'Amérique, chiffrée à 74%. Malgré cette faible urbanisation, fort est de constater que nos caniveaux se sont transformés en de véritables plaies, tendant à augmenter l'érosion en centre-ville, ce qui menace les habitations et devient un refuge pour les délinquants. Le point avec Max Gombry. Une cadence de pluie torrentielle côtoie depuis un certain temps la ville de Ouagadougou, causant de nombreux dégâts. Inondations par-ci, chutes de maisons par-là. Maintenant, c'est au tour des canaux de faire les frais, à savoir ceux des quartiers Ouemtenga et Sissin. Est-ce la mauvaise qualité ou le manque d'entretien de ces conduits d'eau? Il pleut, franchement, nous, on a peur. C'est vrai qu'on est là, on ne peut pas aller, on ne peut pas changer de quartier. Donc on a peur. On ne peut plus passer. L'eau tournoie tout autour là jusqu'à quand il pleut. Et l'eau arrive jusqu'au mur. Il y a le canal du 1200 qui n'a pas ce problème-là. Donc c'est notre canal seulement. Donc je me dis que c'est le travail qui a été mal fait. C'est la mauvaise qualité. Sinon, on ne voit pas. Chaque année c'est comme cela. Quand il pleut seulement. Chaque fois quand il vient arranger seulement, quand il pleut, ça se gâte. Pour les riverains, les conséquences sont énormes, surtout sur les enfants. Les enfants, ils sont toujours là en train de vouloir regarder ce qu'il y a dans le trou. Et bon, souvent même, il y a les caïmans de Bangarouero là qui viennent jusqu'ici. Donc d'ici là qu'un commence à s'attaquer à un enfant, franchement, on a peur. C'est ça, parce que les enfants partent souvent jouer là-bas dans le fossé. Comme il y a un peu d'eau, il y a un enfant même qui s'est noyé l'autre jour là-bas, ils pourront la faire sortir. La pluie a causé de nombreux dégâts dans notre pays et fort de ce constat, les résidents de ces quartiers invitent le gouvernement à s'attarder sur leur situation en guise de prévention d'une éventuelle catastrophe. Et le sable constitue en cette période de saison pluvieuse une aubaine, surtout pour les femmes et les enfants. Malgré que cette activité soit source de revenus, elle a des conséquences non négligeables sur l'environnement. Viviane Bama. Boubacar Konaté est un jeune enfant du quartier Karpala. Après chaque pluie, il s'adonne au ramassage du sable dans les caniveaux. Ce sable qu'il emmagasine dans la cour familiale servira à revêtir la maison en construction. Une activité que sa mère accepte malgré elle. Tout comme Boubacar, ils sont nombreux les enfants qui s'adonnent à cette activité pendant les vacances. Une activité qui n'est pas sans danger. Pour obtenir le sable, ils sont obligés de descendre dans les caniveaux. Souvent, l'eau la part avec les enfants ici. On peut le faire sortir. Souvent, on peut rentrer aussi, il y a des bouteilles dedans. Ça nous déchire aussi. Ou bien, tu peux rentrer, il y a une chargeur qui va venir avec ton pied. Tu vas y peur, et puis tu vas tomber dans l'eau, puis l'eau peut t'amener aussi. Mais au-delà des risques auxquels ils s'exposent, Omar et ses camarades restent tout de même fiers de gagner dignement leur argent. Un voyage, on fait ça à 2000 francs. Il y a des gens qui peuvent avoir 2 voyages, 4 voyages. Moi, selon les gens qui font des groupes. Donc, on paye ça,
on paie nos petits besoins aussi. On paie nos habits, les chaussures. Bon, on se nourrit là-bas aussi un peu. Vendre le sable, une activité saisonnière pour ces enfants, mais un véritable métier pour d'autres personnes. C'est le cas de Ousmane Compaoré, vendeur de sable depuis le temps de la Révolution. Pour Ousmane, la vente de sable des enfants pendant les vacances n'a aucune incidence sur son marché. Pour espérer repartir avec ce tas de sable, il vous faudra compter entre 50 000 et 70 000 francs CFA. Qu'elle soit saisonnière ou à temps plein, la vente du sable nourrit son homme pour qui sait s'y prendre. Comme à l'accoutumée, l'actualité vue de la toile de ce jour porte sur le dépôt de candidature de Zéphirin Diabré aux prochaines élections. La rubrique ActuNet est signée Lassane Ouedraogo. C'est officiel, Zéphirin Diabré en lice pour les présidentielles. L'information fait la une des médias locaux malgré l'interdiction de l'autorité de régulation des médias de ne plus couvrir les dépôts de candidature, arguant que c'est une campagne déguisée. À la une du site d'information Burkina 24, le candidat de l'UPC affiche sa détermination. Je suis prêt pour le combat, lance-t-il à ses adversaires après une heure passée dans les locaux du Conseil constitutionnel. Le président et candidat de l'UPC, interrogé sur le recours introduit par les organisations de la société civile en rapport avec le respect du quota genre, a indiqué que son parti a également déposé des recours parce qu'il y a des partis qui ne sont pas capables de mettre une femme sur leur liste électorale. Cela est une injure à la femme burkinabé, s'est-il indigné. Pour Zéphirin Diabré, les candidats doivent en même temps que leur dossier de candidature déposer leur projet de société. Et cela pour permettre aux Burkinabés de savoir qui sait quoi, qui pense quoi et qui a envie de travailler pour ce pays. À la suite de l'article, les internautes réagissent. Sal, un internaute s'interroge. Donc le match MPP-UPC peut commencer alors. Et Sougrou Sorba d'inviter les protagonistes à aller dans le sens de la responsabilité. Que le meilleur gagne pour l'intérêt supérieur de la nation. Toujours sur le site d'information Burkina 24, la police du commissariat de Ouaga 2000 a mis le grappin sur un groupe de délinquants qui s'apprêtait à déverser sur le marché une importante quantité de faux billets, en l'occurrence des billets de banque de dollars américains. Zongnaba Mahamoudi et ses camarades Ila Atie, Daouda Tissologo, Yahaya Tissologo et Seydou Idani, tous de nationalité burkinabé, se préparaient à réaliser leur coup du siècle, à savoir échanger 533 faux billets de banque en coupure de 100 dollars américains, soit un équivalent total de 27 650 000 francs CFA. Le faux monnayage est un crime puni par le code pénal burkinabé en ses articles 250 et 261. Pour les peines encourues par ces derniers, c'est au juge de les déterminer. La police invite par ailleurs les populations à collaborer avec les forces de sécurité dans la traque des bandits de tout acabit. Les internautes saluent la promptitude des hommes de tenue. Victorine Marie Kaboré écrit « Bravo d'abord à la personne qui a eu le courage d'appeler la police pour l'informer et mon chapeau à la police pour son beau travail. Mais je souhaite que tout malfaiteur que la police viendrait arrêter, qu'elle ne cache plus leur visage afin que nous puissions les connaître. Partout ailleurs, ils sont présentés tels qu'ils sont. Et pourquoi au Burkina, la police trouve toujours le moyen de cacher leur visage? Même son de cloche pour Claire-Marie Madeleine. Mais si la police est trafiquant, nous fatigue. Dadis Camara, que s'est-il réellement passé? S'interroge l'observateur Palga. Le capitaine Moussa Dadis Camara, en partance pour la Guinée, refoulé à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est l'information qui a circulé ce week-end dans certains milieux. Renseignements pris, d'autres sources soutiennent qu'il n'en est rien. Le donné des médias est plus explicite. Selon le plan de vol de l'avion qui devait le conduire au Bécaye, une escale était prévue à Abidjan où des manifestants attendaient le sulfureux capitaine de pied ferme. Par mesure de prudence et pour éviter tout incident diplomatique avec Conakry, les autorités ivoiriennes n'auraient donc pas voulu accueillir l'hôte encombrant. C'est ainsi que des tractations auraient été menées pour que l'ancien chef de l'État ne quitte pas la capitale burkinabé. Dadis Camara se serait donc plié au refus d'Abidjan de lui servir de point de passage
et ne se serait pas donné la peine de se rendre à l'aéroport de Ouagadougou pour les formalités d'enregistrement. Candidat à l'élection présidentielle le 11 octobre prochain, le capitaine Dadis Camara, qui a récemment reçu l'opposant Cellou Dalein Diallo à Ouaga, aurait provoqué la colère du président Alpha Condé, qui l'empêcherait d'effectuer son comeback. Candidat du FPDD à la présidentielle prochaine, l'ex numéro 1 guinéen a été mis en accusation début juillet à Ouagadougou pour complicité de meurtre, de viol et de disparition lors du massacre du 28 septembre 2009, une répression militaire qui a fait près de 150 victimes. Page santé dans ce journal. Donner son sang, c'est sauver une vie. En cette période de recrudescence du paludisme, le sang se fait de plus en plus rare et on ne cesse de dénombrer des cas d'enfants anémiés. Comment les services de santé arrivent-ils à juguler la demande croissante? Le point avec Doumadié Guel Rodrigue. En cette période hivernale, propice aux maladies telles que le paludisme, la demande en sang dans des formations sanitaires est de plus en plus forte. Cependant, ce précieux liquide s'y fait très rare. Bon, les besoins en poche de sang sont assez importants parce que de plus en plus on assiste à des cas de paludisme et les besoins transfusionnels en tout cas augmentent. C'est devenu une habitude, chaque début d'année, en saison de pluie, nous assistons justement à cette situation. Et donc, un peu comme si les agents de santé sont préparés psychologiquement à ça, il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre de soucis par rapport en tout cas à ces besoins transfusionnels. Parfois, nous avons des enfants qui attendent la transfusion sanguine. Ça veut dire que le besoin est là et vous faites la demande, le sang n'est pas pour l'instant disponible. Alors, il faut entreprendre des démarches pour aller auprès des structures habilitées, notamment le Centre national de transfusion sanguine, pour avoir le sang. Cette période est considérée comme un moment de vache maigre en termes de collecte de sang, selon le Centre national de transfusion sanguine. La période et le besoin en sang est véritablement augmenté, comme je l'ai dit, vers la fin du mois de juillet. En effet, vers la fin du mois de juillet, nous avons constaté que nous n'avons plus donc, de poches distribuables pour les différentes structures sanitaires de Ouagadougou et les environnants. Cela est lié au fait que nos partenaires, les donneurs potentiels, que sont les étudiants et les élèves, étaient en partance pour les vacances. Pour remédier à ce manque accentué en sang, des stratégies sont mises en place. Ce qui veut dire que nous avons mis en place ce qu'on appelle le don familial ou le don de remplacement. Et cela est rentré en vigueur dès le 1er août. Ce don de remplacement ou don familial consistait à ce qu'on puisse ne pas véritablement n'avoir aucune poche distribuable au niveau du centre régional de transfusion sanguine. Et c'était le risque qu'on créait. Donc on a mis en place cette méthode-là qui consiste à ce qu'on puisse venir donner pour avoir le sang. C'est-à-dire que si vous exprimez votre besoin, vous venez, si le sang on en a actuellement, on vous sert, mais on vous demande d'amener 3 personnes qui peuvent donner en remplacement de ce que vous avez reçu. Au cas où nous n'avons pas de poche distribuable, nous vous interpellons encore de venir donner avec 3 personnes comme ça, qui permettent à ce qu'on puisse qualifier ce sang et vous remettre. Voilà, et mettre à la disposition de votre malade qui en a besoin. Ça a donné parce que depuis le mois d'août, le début du 1er, nous sommes passés d'environ 35 poches par jour collectées à peu près 100 par jour. Donner son sang est la clé de voûte pour sauver des vies en cette période de forte demande. Le Centre national de transfusion sanguine invite les uns et les autres à poser ces gestes d'amour. Intéressons-nous à présent à la poliomyélite. Aucun cas de poliomyélite n'a été détecté au Burkina depuis le 25 septembre 2009 selon la Commission régionale de certification pour l'Afrique de l'éradication de la poliomyélite. Par conséquent, le Burkina Faso a été félicité pour le haut niveau d'engagement politique du pays et la grande mobilisation des partenaires techniques et financiers, des acteurs de santé et des acteurs du monde communautaire ainsi que la population dans le processus d'éradication de la poliomyélite. Le gouvernement de la transition se réjouit de ces avancées significatives et invite les populations et l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts pour relever le défi de santé pour tous.
et la 11e édition de la chenille ou Chitoumou aura lieu demain 19 août et prendra fin le 23 août prochain à Bobo-Dioulasso. Cette édition se tiendra sur le plateau omnisport de Yéguéré. Kiou, identité culturelle des Bobo Mandare, c'est sous ce thème que se tiendra la 11e édition du Chitoumou. Un thème choisi pour rendre hommage à la communauté Mandare, première à s'intéresser à cet aliment très nutritif. Près de 50 exposants sont attendus à cette 11e édition en 2 catégories, exposition vente et exposition art culinaire. L'une des innovations sera l'exposition d'autres produits forestiers non ligneux. Aussi, le Chitoumou sera exposé sous toutes ses formules sèches, poudre ou en pizza. Bien de marchés de la ville de Ouagadougou offrent un visage de dépotoir au point où les marchandises et eux sont usés et eaux usées cohabitent et tout cela se retrouve dans le panier de la ménagère. Doumadier Guel Rodrigue. Des tas d'ordures entassées par-ci, des eaux usées ruisselant par-là, des condiments étalés à même le sol où s'invitent les mouches, c'est l'image que présentent la plupart des marchés de la ville de Ouagadougou. Une situation non reluisante décriée par bon nombre de clientes. Bon, c'est vraiment un peu difficile, surtout le marché quand il pleut. C'est vraiment, je peux pas dire horrible parce que le mot horrible est un peu lourd, mais c'est difficile surtout quand c'est l'hygiène de la consommation. C'est vraiment un peu dur le marché. Et puis là, les ordures sont un peu partout, surtout quand il pleut, tout se mélange à ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est surtout les ordures, les aliments qu'on ne peut plus consommer et qui sont jetés à terre, ça donne vraiment autre image au marché. Qui quittent des ordures pour venir s'installer sur les condiments. Et vraiment, c'est pas beau à voir. C'est un peu sale. Et puis, la voie, il n'y a même pas de passage comme ça. L'eau de la viande, par exemple, comme on verse ça un peu au hasard. Et puis, souvent aussi, la tomate. Souvent, quand ça se gâte, ils prennent ça et puis ils disposent ça un peu au hasard. Voilà, donc, et puis, quand il pleut, il n'y a même pas de passage. En tout cas, dans le marché, là, par terre, il n'y a pas la propriété. Il y a les mouches un peu partout. Et puis, la pourriture, même, l'odeur là. Cet état du marché, selon cette vendeuse de salade, fait fuir la clientèle. Oh, les clients là ne cèdent pas. Hein. Ça gâte notre marché là. Les fonctionnaires là ne veulent pas rentrer ici. Etienne. Il y a des mouches, il y a des mauvaises odeurs qui sont là. C'est les gens qui sont à l'intérieur là, qui jettent les ordures là ici. Et puis ça vient caler ici. C'est ça qui amène les ordures là ici. Pour maintenir l'hygiène dans ces marchés, les responsables du marché de Karpala disent avoir fait appel aux associations de ramassage d'ordures. Cependant, certaines vendeuses continuent toujours de verser les ordures un peu partout. Il y avait une association de femmes qui venaient ramasser les ordures ici. Ce sont les gens qui viennent avec leurs charrettes. Les femmes ramassent et puis elles les payent. Bon, vous savez qu'il y a dans les marchés publics comme ça, il y a des vieilles, il y a des vieux, pour qu'ils comprennent tout, c'est difficile. C'est ça le problème là. Les autorités communales doivent être plus regardantes sur cette situation de salubrité dans les marchés, et ce, pour la bonne santé des populations. Économie à présent. Quels sont les pays les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique? La banque d'investissement sud-africaine Rand Merchant Bank a publié hier 17 août son rapport établissant le classement des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. L'Afrique du Sud reste la destination phare des investisseurs sur le continent, suivi du Nigeria, et qui avait occupé la première place l'année dernière. Le Rwanda et l'Éthiopie ont fait pour la première fois leur entrée dans le classement des 10 pays les plus attractifs pour les investisseurs étrangers, alors que le Kenya et la Libye ont quitté ce top 10. La taille du marché, le niveau de produit intérieur brut, la croissance économique, y compris les taux prévisionnels pour les 5 prochaines années et un indice mesurant la qualité de l'environnement des investissements
sont les critères retenus par Rand Merchant Bank. Nous recevons à présent sur ce plateau du Trésor Adama Bayala, journaliste écrivain. Il est présentement journaliste attaché de presse à la présidence du Faso il y a de cela quelques temps, mais il est présentement journaliste rattaché au ministère de la Communication du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Il y a de cela quelques semaines, vous avez mis en place, dans la perspective de mettre en place un nouveau roman, à savoir Les Bénédictions d'une mère, œuvre qui nous réunit à présent sur ce plateau. Parlez-nous à présent de ce roman que vous comptiez mettre dans les prochains jours sur les bandes pour nos chers téléspectateurs. Merci madame. Il s'est agi pour moi d'honorer la mémoire d'une personne qui m'est si chère, qui nous a quittés prématurément. C'est dans ce sens que nous avons décidé de commencer notre carrière d'écrivain en honorant sa mémoire. Et il s'agit de quelle personne? Il s'agit de notre mère. C'est une personne qui s'est sacrifiée, qui s'est sabordée pour nous éduquer afin d'assurer notre réussite. Et par la force des choses, elle n'a pu goûter aux fruits des arbres qu'elle a plantés. À travers elle, je voudrais également honorer la mémoire de toutes les femmes qui ont vécu des situations similaires. Nos sincères condoléances et que la terre lui soit légère. Et dans ce roman, dans cette œuvre, vous abordez plusieurs thématiques, à savoir la probité et aussi un fait majeur, à savoir le transformement des comportements des jeunes liés au phénomène de mode. Pouvez-vous nous parler des conseils que vous donnez à cette jeunesse? À travers le parcours du personnage principal de l'œuvre, Douami, qui est parti d'un amour à la capitale en passant par une ville moyenne, il s'est agi pour nous de relever les difficultés qu'il a pu rencontrer en tant qu'enfant, adolescent, élève. Et il s'est agi pour nous d'attirer l'attention des élèves aujourd'hui et des étudiants en leur donnant des éléments de réponse anticipatifs des problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie. Et parmi ces difficultés, nous parlons ici du syndicalisme clivant, nous parlons également de la corruption, nous parlons également de la dépravation des mœurs et bien d'autres phénomènes qui rongent la jeunesse aujourd'hui. Roman qui, selon certaines personnes, dit dépasser le cadre des Frax d'Ebinto, d'Amadou Kone et même l'enfant noir de Kamara Lai. À travers les bénédictions d'une mère, on aborde le thème d'occultisme. Alors, quel peut être l'avantage pour un jeune aujourd'hui d'avoir les conseils et les bénédictions de sa mère pour pouvoir avancer dans la vie? Vous savez, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par rapport à l'ouverture sur le monde et l'influence des médias et puis de l'environnement, la plupart des enfants ne sont plus soumis. La plupart des enfants ne sont plus obéissants. Ils font les choses à leur tête. Et puis, cela se ressent dans leur vie plus tard. Donc, il nous est apparu de relever cela afin d'attirer les enfants pour qu'ils bénéficient des bénédictions de leurs parents, surtout de leur mère, de leur bas âge. Pour moi, c'est un gage de succès. Vous pouvez le constater dans notre vie, il y a des gens qui ont des assises matérielles. Ils ont tout à leur disposition et ils ne sont pas heureux. Vous trouverez aussi des gens qui se débrouillent et qui se suffisent, qui sont heureux, qui s'épanouissent. En fait, tout cela remonte à leur passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez les bénédictions de vos parents et c'est ça qui va vous porter à la cime de vos ambitions. Porter à la cime de vos ambitions. Alors, quels sont les conseils dans ce roman que vous pouvez nous lire pour que l'on sache quel genre de conditions, voire quel genre de conseils il faut pour avancer? Bien, avant, je voudrais revenir sur la mère Ea, la maman de Douami. Son époux était souffrant. Il avait été hospitalisé. Et quelques jours avant, elle est allée lui rendre visite. Elle a fait une semaine là-bas. Et ses enfants étaient inquiets
Ils ne savaient pas comment se portait leur père et ils attendaient impatiemment. Le soir venu, elle a décidé de les conseiller à travers un conte. Alors, d'où ce conte? En substance, la substance du La conte. substance. À ouvrir la substance. Ok. Bon, il y a très longtemps de cela, à milieu et à des temps immémoriaux, dans un petit village africain, nous avions le marché ordinaire où on trouvait des gens dits entre autres normaux. C'était la joie, la tarasie, le bonheur, qui achetaient de la viande, qui du poisson, qui buvaient du dolo, du vin. Mais à côté de ce grand marché, il y avait un petit marché. Là, nous avions un quadrille. Il s'agissait entre autres de l'aveugle, de l'orphelin, de l'handicapé et du lépreux. Et en substance, quel est le message central de ce conte-là que la mère Ea a raconté à ses enfants? Elle préparait psychologiquement ses enfants à accepter leurs futures conditions, c'est-à-dire la condition d'enfants sans papa, d'enfants orphelins, histoire de leur faire comprendre que c'est seule leur persévérance, leur travail, leur abnégation au travail bien fait qui leur permettra de s'en sortir. Même conseil pour la même jeunesse aujourd'hui? Les mêmes conseils, le travail, le respect, la soumission, la persévérance. Alors, une question, comment arrivez-vous à allier vie de journaliste et vie d'écrivain? Par la force des choses, nous avons été rattachés au ministère en charge de la communication. Le boulot ne nous occupe pas aussi que dans une rédaction en bonne et due forme. Donc je peux dire que ça va. Et nous écrivons généralement pendant les heures de pause, tard dans la nuit, voilà un peu. Et quels sont les éléments qui vous inspirent en majorité? J'écoute la musique rétro surtout. La musique rétro. La musique rétro. Et parmi cette vie, et entre cette vie d'écrivain et celle de journaliste, laquelle préférez-vous? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord. On va parler d'un dernier point qui me semble très très intéressant, le nœud central de cette histoire. C'est quoi vous avez voulu transmettre comme message essentiel à cette jeunesse d'aujourd'hui? À travers cette œuvre et le parcours du personnage principal, j'ai voulu apporter ma petite contribution à l'éducation, à la formation et à l'éveil de nos jeunes frères, afin qu'ils ne perpétuent pas les erreurs qui ont été celles de leurs aînés. Voilà essentiellement ce que j'ai voulu apporter. Ok, merci beaucoup à vous. Et le personnage d'Oumani, Douami, il ressemble un peu à votre personne. Est-ce une œuvre autobiographique? Pas du tout. Parce qu'elle a été écrite en 2009 avant votre baccalauréat. Et c'est pratiquement plus d'une dizaine d'années après que vous l'avez finalisé. Il faut dire que le manuscrit remonte plutôt à 2002, après mon admission au baccalauréat série A en Côte d'Ivoire, à Divo. Et j'ai traîné le manuscrit là-bas jusqu'ici. Et un soir, comme ça, j'étais en train d'échanger avec mon épouse. Je lui ai dit, tiens, tu sais, j'ai un manuscrit au moment opportun, on va le publier un peu plus tard. Elle m'a dit, non, il faut le sortir, il faut le saisir et on va le publier. C'est comme ça que je me suis remis à la tâche. Et puis aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'un écrivain dans le temps actuel du Burkina arrive-t-il à vivre de son œuvre? Comme c'est ma première expérience, j'attends de voir. Mais pour moi, c'est déjà un plaisir. Je produis et je compte persévérer dans cette dynamique. Un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent. Bon, je voudrais remercier déjà Burkina Info qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer. Nous souhaiterions surtout inviter les Burkinabés, la jeunesse scolaire et estudiantine en particulier, à s'intéresser à cet ouvrage. Cette jeunesse trouvera, je suis persuadé, quelque chose, un sucre revigorant, nutritif qui lui permettra de prendre sa destinée en charge. Je voudrais aussi demander aux autorités d'appuyer les producteurs nationaux que nous sommes pour qu'ils aussi puissent se vendre.
Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien avec Adama Bayala, présentement journaliste rattaché au secrétariat général du ministère de la Communication du Burkina. Cet entretien met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président de la transition, Michel Kafando. Sachez que tout le monde vous souhaite joyeux anniversaire à Burkina Info. Et aussi à tous nos amis qui nous suivent à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, ou à Bureau.